Mes parents ont tout donné à ma sœur gâtée. À Noël, découvrant ma fortune immobilière, elle a crié à l'injustice. Mais quand grand-mère a révélé la véritable origine de mon succès, un silence glacial s'est abattu sur la table. Je m'appelle Adèle. J'ai 28 ans. Et ceci s'est passé il y a 3 soirs, au dîner de Noël, juste devant 23 membres de ma famille, un sapin scintillant et une table dressée comme une couverture de magazine. À un moment, tout le monde se vantait du voyage de fin d'études de ma sœur à 31 000 € et de ses années d'université entièrement financées. Et l'instant d'après, la pièce est tombée dans le silence alors qu'il réalisait que j'avais discrètement bâti un portefeuille immobilier de plusieurs millions d'euros sans la moindre aide familiale. Le visage de Chloé s'est crispé. Elle s'est levée de sa chaise d'un bond et a crié que je n'avais rien mérité de tout cela, que je n'avais réussi que grâce aux mêmes parents qui avaient passé des années à tout lui donner sur un plateau tout en me disant d'être indépendante. Mais le moment qui a véritablement fait basculer la soirée, c'est lorsque ma grand-mère a levé son verre, a regardé mes parents droit dans les yeux et a dit « Si nous parlons de qui a mérité quoi, alors il est temps de dire la vérité. » Quand ma grand-mère a prononcé ces mots au dîner de Noël, quelque chose en moi s'est fissuré, non pas sous le choc, mais par reconnaissance. Parce que la vérité, c'est que ce moment n'a pas commencé il y a 3 soirs. Il a commencé des décennies plus tôt, dans une petite maison à 2 étages de la banlieue de Lyon, avec des tapis beiges, un escalier qui craque, et 2 filles élevées dans la même maison, mais dans 2 mondes très différents. J'étais la discrète. L'enfant qui restait debout tard pour lire des livres d'astronomie sous une couverture avec une lampe de poche. Qui aimait les puzzles. Qui suppliait pour avoir des fiches de maths supplémentaires parce que résoudre des équations semblait plus facile que de naviguer parmi les gens. Pendant que les autres enfants passaient la récréation à jouer à chat, je me cachais dans un coin de la bibliothèque, cliquant sur un vieil ordinateur poussiéreux, fasciné par la façon dont le code pouvait donner vie à quelque chose sur l'écran. Chloé était le contraire, un rayon de soleil vif et adorable sous forme humaine. Elle chantait fort, dansait encore plus fort, tourbillonnait dans le salon en costume pailleté et avait un charme naturel qui faisait fondre tous les adultes. Les professeurs la louaient, les voisins l'adoraient et les inconnus à l'épicerie s'extasiaient sur son potentiel. Je n'en ressentais aucune amertume. Pas à l'époque. J'ai juste appris très tôt qu'elle prenait tellement de place qu'il n'en restait plus beaucoup pour moi. Nos chambres étaient côte à côte en grandissant, mais y entrer donnait l'impression de pénétrer dans des univers différents. La chambre de Chloé ressemblait à une version miniature d'une académie sportive d'élite ou d'un conservatoire d'art, selon la phase dans laquelle elle se trouvait cette année-là. Des étagères d'équipements, des uniformes bien rangés, des instruments qu'elle essayait pendant 2 semaines puis abandonnait, des étagères de trophées de camp d'été, des posters brillants de programmes prestigieux dont mes parents se vantaient comme des badges d'honneur. Ma chambre, quant à elle, avait un bureau de seconde main, des meubles dépareillés et un ordinateur portable si vieux que son ventilateur sifflait chaque fois que j'ouvrais plus d'un onglet. Je ne me plaignais pas. J'ai appris à travailler avec ce que j'avais. C'est devenu une habitude, ce genre d'autosuffisance discrète que les gens prennent pour un manque de besoin. Il y avait de petits moments, de minuscules blessures qui se sont accumulées au fil des ans jusqu'à former un schéma. Je me souviens d'un matin d'hiver où maman a demandé à Chloé si elle voulait de nouvelles chaussures à crampons pour la saison de football. Elle a montré 2 options du catalogue. Une à 120 €, l'autre à 160 €, toutes 2 neuves. Chloé n'a même pas levé les yeux avant de choisir la paire la plus chère. Plus tard cette semaine-là, quand mes chaussures se sont fendues au niveau de la semelle, j'ai demandé si je pouvais avoir une nouvelle paire pour l'école. Maman m'a repoussé en disant « Tes pieds ne grandissent pas si vite. Elles tiendront. » Grand-mère a remarqué la déchirure et m'a discrètement acheté une paire plus solide lors d'une course, glissant la boîte dans le coffre et me disant « Ne fais pas d'histoire, porte-les simplement. » Puis il y a eu l'ordinateur portable. Chloé a eu un MacBook tout neuf pour sa première année de lycée parce qu'elle en aurait besoin pour sa future carrière créative. J'ai eu un Dell d'occasion avec un écran vacillant qui m'obligeait parfois à pencher la tête sur le côté juste pour lire le texte. Maman disait « Adèle est si douée avec les ordinateurs. Elle n'a pas besoin de quelque chose de sophistiqué pour se débrouiller. » Je me disais qu'il n'était pas cruel. Il croyait simplement que Chloé avait besoin de plus. Croyait que j'allais bien sans aide. Croyait que l'indépendance était quelque chose que l'on avait naturellement ou non. Et il le disait toujours de la même manière. Les mêmes phrases, le même ton. Chloé a plus de potentiel. Nous devons investir là où ça compte. Adèle est indépendante, elle peut se débrouiller seule. À 8 ans, je ne comprenais pas ces phrases.
À 10 ans, j'ai commencé à les intérioriser. À 12 ans, je me suis surprise à essayer de ne pas avoir besoin de choses, à essayer de ne rien demander qui puisse ressembler à un fardeau. Et à 14 ans, je m'étais convaincu que j'étais censé survivre avec des miettes parce que peut-être que je n'étais pas le genre de fille dans laquelle il valait la peine d'investir. Grand-mère était la seule à jamais soulever une question. Elle disait des choses comme « Pourquoi Chloé a-t-elle droit à un autre camp cette année ? Adèle ne voulait-elle pas participer à cet atelier de technologie ? Ou, Adèle a-t-elle eu de nouvelles chaussures récemment ? Celles-ci ont l'air usées. » Mais maman l'écartait toujours avec le même demi-rire. « Maman, ne commence pas. Nous savons ce que nous faisons. Les opportunités de Chloé ont besoin de financement. Adèle aime faire les choses à sa façon. » Ce n'était pas de l'hostilité. C'était de la certitude. Une sorte de favoritisme tranquille et confiant qui semblait presque normal, attendu, rodé. Et parce que ce n'était pas crié, je ne savais pas comment réagir. Je ne faisais que l'absorber. Il y a un souvenir de mes 9 ans qui me revient souvent, même maintenant. Chloé avait un spectacle de talent à l'école, et mes parents ont passé toute la semaine à l'aider à choisir une tenue, à répéter sa chanson et à fabriquer des accessoires. J'avais un projet pour la fête de la science cette même semaine. Une maquette du système solaire que j'avais passé des nuits à construire avec du carton, de la peinture et du fil de pêche. Le matin de l'événement, l'une des planètes est tombée. J'ai paniqué, j'ai demandé à mon père s'il pouvait m'aider à la recoller. Il a levé les yeux du ruban qu'il nouait dans les cheveux de Chloé et a dit « Ma chérie, tu es douée pour réparer les choses. Trouve une solution. » Chloé a remporté la 3e place ce soir-là. Je suis resté seul à côté de mon projet légèrement de travers. Grand-mère a été la seule à s'arrêter pour l'admirer. Elle s'est accroupie à côté de moi et a chuchoté « Tu as construit tout cet univers toute seule. C'est quelque chose de spécial. » Je n'ai réalisé que bien plus tard à quel point ces mots comptaient. Ou à quel point l'absence des autres m'avait façonné. Au collège, l'emploi du temps de Chloé était rempli de leçons particulières, de programmes exclusifs et de week-ends dans des camps au nom qui sonnaient comme de futurs points sur un CV pour les grandes écoles. Mes parents la présentaient à tout le monde comme notre étoile. Moi, on me présentait comme l'indépendante, un titre qui semblait flatteur jusqu'à ce que je sois assez grande pour réaliser que c'était une justification, une autorisation de négliger. Mais même à ce moment-là, je ne détestais pas ma sœur. Je ne détestais pas mes parents. Je me suis simplement replié sur moi-même, je me suis glissé à l'arrière-plan et je me suis convaincu que c'était juste. Chloé avait du potentiel. J'étais pratique. Chloé avait besoin d'investissement. Je devais apprendre à survivre par moi-même. Le plus triste, c'est qu'à l'époque, j'y croyais. Je croyais que leur choix était mesuré et raisonnable. Je croyais que je ne valais pas le coût des camps, des leçons ou des nouveaux ordinateurs portables. Je croyais que la phrase « Adèle est indépendante » était un compliment, alors qu'en réalité, c'était l'excuse qui leur permettait de me traiter comme une option. Et c'est ainsi que j'ai grandi, en silence. La fille invisible dans une maison pleine de bruit. Mais l'invisibilité a une étrange façon de façonner une personne. Certains enfants en sont brisés, d'autres se recroquevillent. J'ai appris à observer, à calculer, à construire discrètement dans les coins où personne ne s'attendait à ce que je réussisse. Et sans le savoir, ces premières années me préparaient à la seule chose que personne dans ma famille n'avait jamais imaginée. Qu'un jour, je construirais une vie dont il ne pourrait pas s'attribuer le mérite, car il n'y avait jamais investi du tout. Le lycée a été le moment où le fossé entre Chloé et moi a cessé d'être subtil pour devenir un paysage immense, évident et impossible à justifier, même pour moi-même. Si l'enfance avait été un tri silencieux de qui obtient quoi, alors l'adolescence était la phase où le favoritisme s'est transformé en un plan directeur complet pour 2 avenirs très différents. Dès la seconde, la vie de Chloé ressemblait à une brochure pour l'ambition de la classe moyenne supérieure française. Chaque semestre apportait de nouvelles annonces. Elle avait été acceptée dans un programme d'été d'élite à Strasbourg, ou choisie pour un stage artistique prestigieux à Nice, ou invitée à un camp de football spécialisé avec un entraîneur privé qui coûtait plus cher de l'heure que ce que je gagnais en une semaine à mon petit boulot après les cours. Maman rayonnait en parlant de la trajectoire de Chloé, un mot qu'elle utilisait souvent, généralement en feuilletant des dossiers brillants de camps préparatoires aux grandes écoles. Pendant ce temps, j'ai passé cet été à réparer de vieux ordinateurs dans le local informatique de l'école parce que le professeur aimait la rapidité avec laquelle j'apprenais les réparations de systèmes. Ce n'était pas glamour, mais c'était le seul endroit où je sentais que mes forces comptaient.
Plus tard cette année-là, j'ai trouvé une bourse partielle pour un stage de codage dans une entreprise technologique à Grenoble, un programme réputé, structuré, compétitif, exactement le genre de choses qui aurait pu changer mon parcours. J'ai imprimé le dépliant, je suis allé dans la cuisine et j'ai dit à maman que j'avais obtenu une place. J'avais juste besoin d'aide pour payer les frais restants. Elle n'a même pas levé les yeux de ces légumes qu'elle coupait. Chérie, nous n'avons tout simplement pas le budget cette année. Peut-être la prochaine fois. Derrière elle, le comptoir était couvert de reçus de la réservation du prochain programme d'été de Chloé, un programme qui coûtait plus que notre hypothèque mensuelle. C'était la première fois que je sentais quelque chose d'amer me brûler la poitrine. Quelque chose que j'ai réalisé plus tard être de la déception, faisant de son mieux pour ne pas se transformer en ressentiment. Je suis allé dans ma chambre après, je me suis assise sur mon lit et je me suis convaincu que ce n'était pas grave. Que peut-être les opportunités de Chloé étaient vraiment plus importantes. Que peut-être j'étais naïf de penser que je devais demander quoi que ce soit. Le problème avec le favoritisme, c'est qu'il se manifeste rarement en un seul instant. C'est un schéma, goutte à goutte, jusqu'au jour où vous remarquez enfin que le sol est trempé. Mon moment de révélation est arrivé lorsque j'ai accidentellement entendu grand-mère parler à mes parents après l'une des soirées de remise de prix de Chloé. Je descendais pour prendre un verre d'eau quand j'ai entendu grand-mère dire « N'oubliez pas que vous avez ouvert des fonds d'études pour les 2 filles. Assurez-vous qu'Adèle a toujours le sien. » Papa a soupiré, agacé. « Maman, s'il te plaît. Pas ce soir. » Je me suis figé dans les escaliers. Un fonds d'études. Pour nous deux. Je connaissais celui de Chloé. Ils en parlaient constamment, mais je n'avais jamais, pas une seule fois, entendu un mot sur le mien. J'ai attendu le lendemain, puis j'ai prudemment demandé à maman si j'en avais un aussi. Elle a cligné des yeux comme si je lui avais posé une question inopportune. Eh bien, ces choses changent avec le temps. Nous avons dû ajuster certaines choses. La vie est chère, tu sais. Elle a dit cela avec un haussement d'épaule étudié, le genre destiné à mettre fin à une conversation avant qu'elle ne commence. Et c'est tout. Aucune clarté, aucun chiffre, aucune réassurance. Un fonds d'études qui avait apparemment existé pour moi s'était simplement évaporé en silence. Quand j'en ai reparlé des mois plus tard, papa a dit « Ne nous attardons pas sur les questions financières. C'est compliqué. » Ce n'était pas compliqué. Il avait disparu. Et Chloé, bien sûr, n'en avait aucune idée. Elle se promenait en disant que maman et papa avaient toujours tout prévu pour moi, et je hochais la tête comme si ça ne me piquait pas. Comme si je n'imaginais pas à quoi mon fonds avait été dépensé, entraînement privé, camp de luxe, vol à travers le pays. Peut-être même ce ridicule voyage de visite d'université en Europe qu'ils lui ont offert en première, où chaque photo que maman postait disait quelque chose comme « en repérage pour l'avenir de Chloé ». Je regardais depuis la maison, faisant des heures supplémentaires à la librairie. En terminale, la vie de Chloé ressemblait à une piste de décollage la menant directement à une université dans une autre région. Frais de scolarité entièrement couverts par son fonds d'études, sa chambre en résidence universitaire déjà attribuée, son forfait repas choisi, et une Honda d'occasion mais quasi neuve qui l'attendait pour le jour de sa remise de diplôme. Mes parents en parlaient comme s'ils lui avaient construit une fusée et l'envoyaient vers les étoiles. Quand mon tour est venu de postuler, j'ai imprimé mes options universitaires, principalement des universités publiques, abordables, raisonnables, et je les ai apportées à la table de la salle à manger. Je m'attendais peut-être à quelques questions, peut-être à des conseils. Au lieu de cela, papa a parcouru la première page et a dit « Tu es si pratique, Adèle. Peut-être qu'un IUT à temps partiel serait mieux pour toi. Ou simplement travailler un peu, acquérir de l'expérience. Tu as toujours été l'indépendante. » Voilà encore ce mot, indépendante. Comme si l'indépendance était quelque chose que l'on récompensait en retenant son soutien. Je me souviens d'être assise là, regardant maman et papa débarrasser les assiettes tout en discutant de la parure de lit à acheter pour la chambre de Chloé, et de sentir quelque chose en moi s'éteindre doucement. Comme si une porte avait été verrouillée, non pas par moi, mais autour de moi. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Froide, tranchante, indéniable. J'ai compris à ce moment-là que quel que soit le fonds d'études qui avait existé pour moi, il avait été dépensé depuis longtemps. Dépensé pour Chloé. Dépensé sans un mot. Dépensé parce que j'étais la fille qui n'avait besoin de rien. Je n'avais pas de preuves. Je n'avais pas accès aux documents.
Je n'avais pas le pouvoir d'affronter qui que ce soit. Tout ce que j'avais, c'était le regard troublé de grand-mère de l'autre côté de la table. La nuit où j'ai posé des questions sur le fond, elle n'a rien dit, pas avec des mots, mais son expression en disait assez. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose avait été pris, et elle le savait aussi. Alors, j'ai ravalé la douleur dans ma poitrine, j'ai accepté un travail à temps partiel et je me suis inscrite à des cours dans une université locale. J'ai payé pour moi-même. Chloé est partie pour son école de rêve dans une autre région avec des larmes d'excitation. Je suis resté à la maison, j'ai travaillé la nuit, j'ai étudié pendant mes pauses, et je me suis appris tout ce à quoi le monde ne voulait pas me donner accès. La distance entre nous, émotionnelle, financière et autres, s'est étendue pour devenir un canyon si large que personne dans ma famille n'a même remarqué le bord sur lequel je me tenais. Mais moi, je l'ai remarqué, et c'est cette année-là que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Si personne ne construit un avenir pour toi, tu le construis toi-même. Quitter le lycée sans fond d'études, c'était comme se tenir au pied d'une montagne, pieds nus. Tout le monde autour de moi semblait avoir de l'équipement, des guides et des itinéraires tracés. J'avais un sac à dos rempli de rien d'autre que d'entêtement, un emploi du temps d'université locale et un travail à temps partiel dans un café qui sentait l'expresso brûlé et les rêves d'adolescent. J'ai vu des amis contracter d'énormes prêts étudiants, mais quelque chose en moi refusait. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être de la peur, peut-être que les années à entendre Adèle est indépendante m'avaient si profondément conditionné que même l'idée d'emprunter ressemblait à une dépendance envers quelqu'un en qui je n'avais pas confiance. Alors, j'ai décidé de le faire à la dure, lentement, en travaillant pour payer mes études, un service épuisant à la fois. À 19 ans, je jonglais entre 2 emplois, le café avant les cours et un centre d'appel la nuit. Le centre d'appel était démoralisant, le genre d'endroit éclairé par des néons vacillants où le temps semblait élastique, s'étirant en longues heures sans espoir. Mais ces heures payaient plus que n'importe quel petit boulot sur le campus. Et j'ai appris à survivre grâce à la caféine, à la détermination et aux rêves discrets que je ne m'étais pas encore convaincu d'abandonner. C'est lors d'une de ces longues nuits au centre d'appel que j'ai recommencé à apprendre le codage par moi-même. Je restais assise là, entre les appels, à regarder des tutoriels en ligne gratuits avec une oreillette, tapant de petits projets d'entraînement entre les clients en colère qui exigeaient des remboursements. Le week-end, je proposais des services de création de sites web à prix réduit pour de petites entreprises locales, principalement des mères de famille qui tenaient des boutiques de bougies artisanales ou des agents immobiliers qui avaient besoin d'une page de présentation qui ne semblait pas avoir été construite en 2003. Des agents immobiliers. C'est là que tout a basculé. Je n'avais jamais eu l'intention d'entrer dans l'immobilier. Mais en travaillant avec ces agents, en gérant leurs réseaux sociaux, en rédigeant des légendes, en optimisant leur publicité Facebook, et même en faisant leur marketing numérique, ils ont commencé à laisser échapper des informations. Un jour, une agente pour qui je travaillais a mentionné nonchalamment qu'elle avait gagné plus en concluant une seule vente de duplex qu'en 6 mois de visite. Je me souviens avoir cligné des yeux devant mon ordinateur portable pendant que les chiffres faisaient leur chemin dans mon esprit. Les agents n'étaient pas ceux qui avaient le vrai argent. Ils étaient la vitrine. Le vrai argent se trouvait en coulisses, dans la propriété elle-même, dans la possession, dans la plus-value latente, dans le flux de trésorerie. Ça a fait tilt pour moi, comme une ampoule qui s'allume. Les agents n'étaient que des façades. Les investisseurs étaient les moteurs. Et j'ai réalisé que si je continuais à échanger mes heures contre de l'argent, je passerais ma vie entière à être fatigué. Mais si j'apprenais comment l'argent fonctionnait, comment les actifs fonctionnaient, comment l'immobilier fonctionnait, je pourrais arrêter de survivre et commencer à construire. À partir de cette nuit-là, j'ai dévoré tout ce que je pouvais trouver sur l'immobilier. J'écoutais des podcasts dans le bus. Je lisais des livres pendant mes pauses. Je regardais des vidéos YouTube jusqu'à ce que l'algorithme pense que j'étais une propriétaire de 40 ans. Chaque paie que je gagnais, après le loyer, les études et les produits de première nécessité, allait dans un petit compte d'épargne. Pas grand-chose au début, mais ça s'accumulait. À 21 ans, après 2 années brutales à jongler entre le travail et les études, j'ai remboursé toutes mes petites dettes, soldes de cartes de crédit, frais de scolarité restants, tout. Ce n'était pas glamour. Ça ne ressemblait pas à une parade de la victoire. C'était comme si j'avais enfin défriché un lopin de terre pour pouvoir commencer à construire quelque chose dessus. À 23 ans, j'ai pris la plus grande décision de ma vie. J'ai demandé un prêt à taux aidé, l'une des rares choses en France conçues pour les personnes sans patrimoine générationnel. J'ai trouvé un duplex délabré dans un quartier que les gens décrivaient comme en devenir,
ce qui est un euphémisme pour un peu malfamé mais pas cher. L'endroit avait de la peinture qui s'écaillait, des planchers gondolés et une odeur que je ne peux toujours pas expliquer, mais il avait du potentiel. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai emménagé d'un côté. J'ai loué l'autre. Le biohacking. Vivre dans une moitié de chantier tout en gérant ma première locataire, une gentille mère célibataire avec 2 enfants, m'a appris plus sur la survie, les limites et les tableurs que n'importe quel cours de commerce. Mais ça a marché. Chaque mois, son loyer couvrait la majeure partie de mon hypothèque, me permettant d'économiser plus vite. À 25 ans, j'avais acheté un 2e duplex, puis un triplex, puis une autre propriété par l'intermédiaire d'une petite banque locale qui a réellement écouté quand j'ai présenté mes chiffres. J'ai tout réinvesti, pas de vacances, pas d'achat de luxe, pas de beaux vêtements. Je vivais comme un fantôme. Silencieuse, intentionnelle, invisible. Je travaillais, j'économisais, j'achetais, je réparais, je louais, je refinançais, je répétais. Les gens de mon âge allaient bruncher tous les week-ends. Moi, j'installais du parquet stratifié au milieu de la nuit, je regardais des tutoriels sur la réparation des cloisons sèches et j'apprenais à lire les rapports d'inspection comme s'il s'agissait de textes sacrés. À 26 ans, j'ai acheté un petit immeuble de 4 appartements. À 27 ans, un minuscule espace commercial légèrement délabré que j'ai obtenu pour une bouchée de pain parce que personne d'autre n'en voulait. Chaque étape semblait impossible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et tout cela, chaque effort, chaque propriété, chaque leçon, je l'ai fait en silence. Je ne publiais pas mes réussites en ligne. Je ne me vantais de rien. Je n'en parlais pas parce qu'à qui l'aurais-je dit ? Ma famille ne me demandait jamais comment j'allais au-delà du superficiel, tu fais toujours tes petits trucs de technologie ? Et honnêtement, j'avais peur de leur dire parce que je savais comment ils fonctionnaient. S'ils pensaient que j'avais quelque chose de valeur, ils trouveraient des moyens de s'en attribuer le mérite, ou pire, des moyens de le contrôler. Grandir avec le favoritisme vous apprend quelque chose sur la rareté. Pas seulement la rareté des ressources, mais la rareté de la confiance. Quand les gens vous ont montré qu'ils donneront tout à un enfant et rien à l'autre, vous apprenez à cacher les choses qui comptent. Il n'y avait qu'une seule exception, grand-mère. Elle me prenait à part chaque fois que nous nous voyions aux anniversaires ou aux fêtes et me demandait doucement, « Comment va ton petit projet ?» Sa voix avait toujours cette chaleur subtile qui me donnait l'impression qu'elle me voyait même quand personne d'autre ne le faisait. Je ne donnais jamais de détails. Je disais généralement, « Ça va, grand-mère. J'apprends encore. » Mais elle n'avait pas besoin de détails. Elle écoutait d'une manière qui donnait l'impression qu'elle savait déjà qu'il y avait plus sous la surface. Comme si elle avait attendu que je construise quelque chose. Quelque chose qui ne dépendait pas de la famille qui m'avait si longtemps négligé. En y repensant maintenant, je réalise qu'elle ne posait pas de questions par curiosité. Elle posait des questions par conscience. Elle sentait que quelque chose se passait, quelque chose de grand. Elle attendait simplement le jour où je serais prête à arrêter de me cacher. Et je ne le savais pas à l'époque, mais ce jour arriverait au dîner de Noël, devant tout le monde. Déclenché par les personnes même qui avaient passé des années à insister sur le fait que je n'avais besoin de rien. Ils n'avaient aucune idée que l'enfant indépendante qu'ils avaient rejeté avait discrètement construit une vie dont aucun d'eux ne pouvait s'attribuer le mérite. Pas encore. Mais la révélation approchait à grands pas. Au moment de mes 28 ans, ma vie s'était installée dans un rythme étrange mais paisible. Des matins calmes dans ma propre maison de ville, le bourdonnement des tableurs et des listes de rénovation, de longues soirées à enregistrer des analyses immobilières pour une audience YouTube petite mais croissante. Je n'étais pas riche de la manière ostentatoire que Chloé imaginait être le succès. Je ne conduisais pas de voiture de luxe ni ne prenais de vacances en Grèce. Mais j'étais stable, en sécurité et, plus important encore, autodidacte. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. Puis l'invitation est arrivée. Ça a commencé par un simple email de ma mère. Objet, dîner de Noël. Présence de toute la famille requise. Requise. J'ai failli rire. Je l'ai ouvert et j'ai lu un message soigneusement formulé qui ressemblait plus à un communiqué de presse qu'à une invitation pour les fêtes. Nous organisons un dîner de Noël très spécial cette année. Cela signifierait beaucoup pour l'image de la famille si tu venais. Chloé a eu une année incroyable, diplôme, nouveau travail, nouveau chapitre, et nous voulons célébrer en tant que famille unie. Ta présence montrerait ton soutien et ton amour. Voilà.
L'image de la famille. L'expression m'a collé à la peau comme quelque chose de gras. Maman ne m'a pas mentionné une seule fois. Pas mon année, pas ma croissance, pas mes réalisations, juste Chloé encore. Et comment ma présence bénéficierait au récit familial. Comme je n'ai pas répondu immédiatement, papa a enchaîné avec un SMS. Ne te prends pas la tête, Adèle. C'est juste important que tu sois là. Grande soirée pour ta sœur. Grande soirée pour sa sœur. Ça l'était toujours. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas assisté à l'une de leurs grandes réunions de famille depuis près de 3 ans. Quand j'ai arrêté d'y aller régulièrement, ils n'ont pas demandé pourquoi. Ils ont simplement supposé que j'étais occupé ou que je faisais mes petits projets, et je les ai laissés faire. La distance était devenue ma stratégie de survie, une stratégie qu'ils n'ont jamais remarquée parce que le monde de Chloé occupait toute leur attention. Alors pourquoi ai-je même envisagé d'y aller? Je ne sais toujours pas. Peut-être la curiosité, peut-être une habitude émotionnelle, peut-être le fait que malgré tout, une partie de moi voulait encore une place à une table qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Ou peut-être que j'étais fatigué de les fuir. Quelle que soit la raison, j'ai cliqué sur répondre et j'ai écrit « Je serai là ». Mais le malaise n'est pas parti. Il s'est intensifié. La surprise suivante est arrivée 2 jours plus tard quand mon téléphone a sonné. C'était grand-mère. Elle appelait rarement. Habituellement, elle envoyait des SMS ou de courts messages vocaux. Sa voix au téléphone était rauque, plus basse que d'habitude. « Adèle, ma chérie, tu vas au dîner de Noël ?» « Oui », ai-je dit lentement. « Maman et papa veulent que tout le monde soit là. » Il y a eu une longue pause. Puis grand-mère a soupiré, un de ces soupirs profonds et chargés qui portaient des années de non-dit. « Si tu y vas, sois prête. » « Prête à quoi ? » À la façon dont ils ont réécrit l'histoire, a-t-elle dit. Je suis fatigué de regarder ça se produire. Mon estomac s'est noué. Grand-mère, de quoi tu parles? Elle n'a pas répondu directement. Garde simplement les yeux ouverts. Des choses qui devaient être à toi ne te sont jamais parvenues. Et ils prétendent depuis des années qu'ils ont élevé 2 filles équitablement. Ce n'est pas le cas. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration saccadée. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. La peur mêlée de clarté. Pourquoi tu me dis ça maintenant, ai-je murmuré. Parce qu'ils pensent que le passé est enterré, a-t-elle dit. Mais cette année, ils ont invité trop de gens. Trop de témoins. Et les mensonges ne tiennent pas bien sous les projecteurs. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Pas exactement. Mais grand-mère n'était pas une femme dramatique. Elle était réfléchie, contrôlée, tranchante comme un couteau, même à la fin de ses 70 ans. Si elle disait que quelque chose n'allait pas, ce n'était pas de la spéculation. C'était un diagnostic. Je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, pensant à toutes les trahisons subtiles du passé. Le fonds d'études perdu, les priorités déplacées, les excuses déguisées en problèmes budgétaires, les éloges sans fin déversés sur Chloé comme si elle était un petit soleil autour duquel toute la famille tournait. J'ai pensé au malaise de grand-mère quand je lui avais posé des questions sur le fond en tant qu'adolescente. Et soudain, ce malaise ressemblait à une miette de pain sur une piste que j'avais ignorée pendant trop longtemps. La semaine suivante, les invitations ont continué d'affluer, une carte imprimée officielle, un chat de groupe familial, des photos du salon décoré. Ma mère a fièrement partagé un rappel du petit ami de Chloé qu'il ferait un tour de table des réalisations de l'année. Des réalisations, ai-je murmuré pour moi-même. Quelle réalisation de ma part mentionnerait-il même? La réponse était évidente. Aucune. Je pouvais déjà imaginer le script. Le voyage de fin d'études de Chloé, le nouveau travail de Chloé, la grande année de Chloé, le brillant avenir de Chloé. Ma présence, un accessoire, un personnage de fond, la preuve que la fille indépendante gravitait toujours autour de la famille, même si ce n'était que pour une nuit. Pourtant, je n'ai pas reculé. Peut-être que l'entêtement m'a maintenu en place. Peut-être que la piqûre de mes années d'adolescence persistait encore quelque part au fond, attendant un moment de confrontation que je n'aurais jamais cru voir arriver. Ou peut-être que c'était la voix de grand-mère, l'épuisement dans ses mots, qui m'a empêché d'annuler. La veille de Noël, je suis arrivé tôt chez grand-mère pour l'aider à emballer les cadeaux. Elle se déplaçait plus lentement maintenant, ses articulations lui faisant mal, mais son esprit était d'une vivacité redoutable.
Elle m'a tendu un rouleau de ruban adhésif. Tu sais pourquoi ils veulent que tu sois là, n'est-ce pas? J'ai hésité. Pour paraître unie. Elle m'a fait un sourire fatigué. Pour rendre Chloé encore plus brillante. La vérité m'a frappé durement. J'avais passé tellement d'années à essayer de me faire petite que je n'avais pas réalisé que mon absence les mettait mal à l'aise. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient l'image de l'harmonie sororale qui mettrait encore plus en lumière les accomplissements de Chloé. Adèle, dit doucement grand-mère. Ils pensent savoir qui tu es. Ils pensent qu'ils t'ont façonné. Ils pensent que toute ta vie tient dans la version qu'ils ont inventée. Elle a tendu la main vers la mienne. Mais ils ne savent pas ce que tu as construit. Et ils ne connaissent pas la vérité que je suis prête à dire. Quelle vérité, ai-je demandé. Ma voix est sortie faible. Ses yeux se sont adoucis avec quelque chose comme du regret et de la résolution. La vérité que tes parents ne s'attendaient jamais à voir sortir le soir de Noël. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû exiger des réponses. Mais quelque chose dans son ton m'a dit que pousser briserait le peu de force qui lui restait. Alors j'ai laissé tomber. Quand j'ai quitté sa maison ce soir-là, l'air d'hiver semblait plus vif que d'habitude, comme si quelque chose changeait, quelque chose d'inévitable. Pendant des années, j'ai pensé que le passé était enterré sous le travail acharné, les longues nuits et les nouvelles propriétés. Mais l'avertissement de grand-mère résonnait dans mon esprit alors que je rentrais chez moi. Ils ont réécrit l'histoire pendant des années. Et soudain, le dîner de Noël ne ressemblait plus à une réunion. Il ressemblait au début d'un dénouement, un dénouement dans lequel je n'avais plus peur d'entrer. Le soir de Noël est arrivé avec le genre de perfection manufacturée pour laquelle ma mère vivait. Nappe blanche, assiette à bord doré, un centre de table fait de branches de pin et d'ornements scintillants, des bougies allumées comme si la maison elle-même avait besoin d'une lueur romantique. L'odeur de jambon rôti et de brioche à la cannelle flottait dans l'air, et le son doux de la musique de Noël instrumentale jouait en fond sonore. On aurait dit une publicité pour les fêtes, mais sous la surface, sous les lumières, sous les décorations, quelque chose clochait, comme si la pièce se préparait à un tremblement de terre que personne d'autre ne pouvait encore sentir. Je suis entré, portant un petit cadeau pour grand-mère. Et instantanément, ma mère s'est précipitée sur moi comme une metteuse en scène. Adèle. Bien. Bien. Nous avons besoin que tu surveilles le four et quand la deuxième fournée de brioche sera prête, tu les apporteras à table. Pas de salutations, pas de « comment vas-tu », même pas un « joyeux Noël ». Juste des instructions, des tâches. Pendant ce temps, Chloé a fait son entrée 5 minutes plus tard, et la pièce a éclaté comme si une célébrité était arrivée. La voilà, la diplômée de l'année, notre étoile. Son petit ami lui a embrassé la joue. Mon père l'a serrée dans ses bras. Ma mère a applaudi, rayonnante. Je suis resté près de la porte de la cuisine, tenant une plaque de cuisson. Alors que tout le monde se rassemblait dans le salon, la conversation a naturellement dérivé vers Chloé. Son voyage de fin d'études de 31 000 €, ses 4 années d'université entièrement financées dans une autre région, son stage à Paris, l'un des programmes les plus compétitifs du pays, a rappelé ma mère à toute âme qui vive. Son offre d'emploi à Marseille. Il parlait de sa vie comme d'un scénario de film écrit par le destin, comme si elle avait été choisie pour la grandeur. Et le reste d'entre nous avait la chance d'en être témoin. Chaque fois que mon nom était mentionné, ce qui était rare, c'était en passant. Un détail jeté pour cocher une case. Oh, Adèle est là aussi. Elle a été occupée avec. Quoi déjà? Des trucs de technologie. Elle aide les gens avec les ordinateurs, je crois. Une fille si pratique. À un moment donné, une tante s'est approchée de moi près de la cuisine et m'a demandé, « Alors, que fais-tu ces jours-ci? Tu travailles toujours sur tes petits projets technologiques à côté ?» Son ton donnait l'impression qu'elle me demandait si je coloriais encore avec des crayons de cire. J'ai ouvert la bouche pour répondre, calme et préparé. Mais avant que je puisse prendre plus d'une inspiration, quelque chose s'est produit qui allait changer toute la nuit. Ça a commencé par une petite voix. Le fils adolescent de ma cousine, peut-être 14 ans, était assis à la table basse, faisant défiler son téléphone quand il a soudainement halté, et, je la connais. Tout le monde s'est retourné. Il a levé son téléphone, montrant une vidéo YouTube en pause sur une image de moi. Moi, assise dans mon bureau à domicile, parlant dans un micro. Le titre, Comment j'ai bâti un portefeuille immobilier de plusieurs millions avant 30 ans. Mon histoire.
La pièce s'est figée. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé ma mère en fronçant les sourcils. Le garçon a appuyé sur lecture. Ma propre voix a rempli l'espace. Le house hacking a tout changé pour moi. D'un seul duplex, je suis passé à plusieurs petits immeubles multifamiliaux. Aujourd'hui, je gère un portefeuille de cette propriété avec un revenu passif couvrant toutes mes dépenses de vie. Une vague de silence a déferlé sur la pièce, le genre de silence qui aspire l'oxygène de l'air. Mon père a cligné des yeux. Le sourire de ma mère a glissé. Chloé s'est raidie. Les sourcils de son petit ami se sont levés. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Puis la plus jeune cousine, peut-être 7 ans, a levé les yeux vers moi avec de grands yeux et a demandé de la voix la plus pure et la plus innocente imaginable, « Tata Adèle, est-ce que tu es riche ?» La question est restée suspendue là, comme un pétard sur le point d'exploser. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, mais je n'ai pas paniqué. J'ai simplement souri doucement. Eh bien, je ne dirai pas mais avant que je puisse finir, Chloé est intervenue, fort, sèchement, désespérément. « Riche, s'il te plaît. » Elle a ricané, rejetant ses cheveux en arrière. Elle a utilisé tout le monde pour arriver là où elle est. Chloé a pointé un doigt vers moi comme si elle désignait une tâche qu'elle voulait enlever. Adèle utilise l'argent de la famille depuis toujours. Elle n'a l'air de réussir que parce que maman et papa lui ont tout donné. Si quelqu'un mérite d'être en avance, c'est moi. C'est moi qui ai travaillé dur à l'université. C'est moi qui ai fait les choses de la bonne manière. Pendant qu'elle a pratiquement craché le mot, s'amusait en ligne à faire des vidéos. Une cousine a murmuré « Waouh !» Quelqu'un d'autre s'est agité sur son siège. Mais Chloé n'avait pas fini. « Si vous voulez savoir à quoi ressemble la jalousie, grand-mère, a-t-elle dit, la voix tremblante de colère, elle est juste là. » Elle a pointé directement vers moi. Elle est jalouse que je sois celle qui a réellement mérité les choses dans cette famille. J'ai mérité mon stage. J'ai mérité mes opportunités. J'ai mérité mon diplôme. Et elle, sa voix est montée d'un ton, elle s'est juste assise devant une caméra en prétendant être une sorte de génie des affaires pendant que maman et papa payaient tout en coulisses. Ma gorge s'est serrée, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de l'incrédulité, de la colère, de la tristesse, parce que Chloé y croyait. Elle y croyait vraiment. Elle ne jouait pas un rôle. C'était sa réalité. Et peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de malentendu entre nous, pas de mauvaise communication. Pas de perspectives différentes. Elle croyait sincèrement que j'étais la chanceuse. Elle croyait sincèrement qu'elle était la victime. Elle croyait sincèrement qu'elle méritait tout. J'ai senti quelque chose en moi, quelque chose qui était resté silencieux pendant 28 ans, se redresser. J'ai utilisé l'argent de la famille, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Chloé a ricané. Ne joue pas l'innocente. J'ai repoussé ma chaise lentement, me levant. Mes paumes étaient froides, mais ma voix était chaude. Calme, trop calme. Parlons de qui a utilisé quoi. Un silence s'est répandu sur la table. Tu as eu un voyage de fin d'études de 31 000 €, ai-je dit. Entièrement financé. Je n'ai même pas eu droit à un dîner. Maman s'est raidie. Adèle. Tu as eu 4 ans de frais de scolarité dans une autre région payée en totalité, ai-je continué. Résidence universitaire, forfait repas, transport, tout. J'ai payé mes crédits universitaires locaux en travaillant 2 emplois. Papa a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué, imperturbable. Tu as eu une voiture à 18 ans. J'ai acheté la mienne à 22 ans, en espèces. Chloé a croisé les bras. Et alors? Tu ressors juste de vieilles histoires pour me faire passer pour la méchante. Non, ai-je dit, sentant quelque chose de chaud me monter le long de la colonne vertébrale. Je ramène la vérité. J'ai laissé les mots tomber comme des poids. Quand j'ai demandé une bourse partielle pour un petit stage de codage, seulement quelques centaines d'euros, maman a dit, nous n'avons pas le budget. La pièce a changé. Quelques personnes ont échangé des regards mal à l'aise. Ma mère a pâli, ses yeux se dardant sur la table. J'ai dit que nous avions d'autres priorités, a-t-elle murmuré. Ouais, ai-je répondu doucement. Vos priorités, c'était Chloé. Ça l'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu. Elle a tressailli, pas de manière dramatique, pas théâtrale, mais d'une manière minuscule et involontaire qui m'a dit qu'elle avait entendu la vérité dans ma voix.
J'ai pris une profonde inspiration. Et maintenant, tu dis aux gens que je n'ai réussi que grâce à cette famille. Chloé a éclaté de rire. Eh bien, tu n'y es certainement pas arrivé seul. Chloé, ça suffit, a dit sèchement grand-mère. Mais Chloé avait déjà basculé. Elle a frappé sa main sur la table, faisant cliqueter l'argenterie. Non, je n'ai pas fini. J'en ai marre que tout le monde la traite comme une pauvre héroïne négligée. C'est moi qui ai eu la pression, les attentes, les normes. Des opportunités, ai-je corrigé doucement. Tu as eu des opportunités. Chloé m'a foudroyé du regard avec une fureur qui la rendait presque méconnaissable. Si quelqu'un mérite le succès, a-t-elle sifflé, c'est moi, pas toi. Moi. J'ai tout fait correctement, et toi, elle a fait un geste dédaigneux de la main, tu as juste eu de la chance de devenir viral ou je ne sais quoi. Avant que je puisse répondre, ma mère s'est levée brusquement, sa voix ferme et réprobatrice, dirigée vers moi. Pas vers Chloé. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mon père a levé une main. Ne fais pas de cette soirée un sujet sur toi, Adèle. Je les ai regardés. Pas parce qu'ils prenaient le parti de Chloé. Ce n'était pas nouveau. Mais à cause de la rapidité avec laquelle ils l'ont fait, de manière instinctive, naturelle, comme on respire. Maman m'a regardé avec une irritation crispée. Ta sœur mérite de célébrer ses réussites sans que ta jalousie ne gâche la soirée. Jalousie. Voilà encore ce mot. Le mot flottait dans l'air comme du poison. Et à ce moment-là, debout dans la maison où j'ai grandi, entouré de gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu, j'ai compris quelque chose avec une clarté douloureuse. Ils ne croyaient pas m'avoir blessé. Ils ne croyaient pas m'avoir privé. Ils ne croyaient pas avoir favorisé Chloé. Pour eux, j'étais le problème, l'ingrate, la plaignante, la perturbatrice. Non pas à cause de ce que j'avais fait, mais parce que j'avais osé exister en dehors du rôle qu'ils avaient écrit pour moi, la fille silencieuse, invisible, qui n'avait jamais besoin de rien. C'était une prise de conscience assez vive pour faire couler le sang. La pièce est devenue silencieuse, lourde, étouffante, suffocante. On pouvait sentir la tension presser contre les murs. Même les lumières de Noël semblaient faiblir, vacillant avec malaise. Puis, lentement, délibérément, grand-mère a posé sa serviette sur la table. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas tremblé. Elle a simplement regardé mes parents avec des yeux assez froids pour arrêter une tempête. Jalousie, a-t-elle répété doucement. Choix de mots intéressant. Elle a déplacé son regard vers Chloé. Étant donné que le fonds d'études d'une des enfants a payé pour ce voyage de 31 000 €. La température dans la pièce a chuté. Le visage de ma mère est devenu blanc comme un linge. Les mains de mon père se sont figées en l'air. La bouche de Chloé s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Grand-mère a redressé le dos, sa voix une lame calme. Assez. Si nous devons parler de qui a mérité quoi, elle a fait une pause assez longue pour que chaque battement de cœur dans la pièce s'enfonce avec le sien, alors il est temps que nous disions la vérité. Grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas tapé des mains sur la table ni fait de scène. Elle a simplement posé sa cuillère à côté de son assiette avec un cliquetis doux et délibéré, le genre de son qui tranche net à travers le chaos sans avoir besoin de volume. Toute la table s'est tournée vers elle comme attirée par la gravité. Même les enfants se sont tus. Elle a joint doucement les mains, ses yeux balayant la pièce avec le calme de quelqu'un qui avait attendu très, très longtemps ce moment précis. Je suppose, a-t-elle commencé, que si nous devons parler de qui a mérité quoi, alors nous devrions commencer par le début. Ma mère s'est raidie. La mâchoire de mon père s'est crispée. Chloé s'est à moitié assise sur sa chaise, soudainement incertaine. Grand-mère a continué. Il y a des années, bien avant que vous ne soyez assez grande pour comprendre l'argent, j'ai ouvert 2 fonds d'études. Un pour Adèle, un pour Chloé. Montants égaux, opportunités égales. Une ondulation de murmures a traversé la pièce. Quelqu'un a chuchoté, 2 fonds. Un autre a murmuré, égaux. Maman a laissé échapper un rire ténu, le genre de rire nerveux qui sonnait presque humide sur les bords. Maman, ce n'est pas à mes grand-mères à lever une main, la faisant taire. J'ai placé ces fonds, dit-elle calmement, sous la tutelle de vos parents. Ils étaient les fiduciaires. Leur travail consistait à protéger et à distribuer l'argent équitablement pour les 2 enfants. Tous les visages dans la pièce ont changé, certains avec surprise, certains avec curiosité,
certains surtout ceux qui avaient vécu assez longtemps pour comprendre le poids de la responsabilité avec un malaise indubitable. Mon père s'est raclé la gorge. Maman, nous en avons parlé. Vous avez parlé, a-t-elle corrigé. J'ai écouté. Sa voix s'est durcie. Et puis j'ai regardé. Cette phrase a frappé comme de l'eau glacée. Avec une précision lente et cérémonielle, grand-mère a sorti de son sac à main, le même sac à main fleuri qu'elle portait depuis 20 ans, et a posé une pile nette d'enveloppes sur la table. Blanche, fine, lourde d'autorité. Mon estomac s'est tordu. Ma mère a inspiré brusquement. Chloé a cligné des yeux, confuse, sentant le danger sans en comprendre la forme. Grand-mère a tapoté la pile. Celles-ci, dit-elle, sont les relevés, les accords de fiducie, les lettres, les emails, tous les documents liés au fonds d'études que j'ai créé pour mes 2 petites filles. Personne n'a bougé. Lorsque j'ai examiné les comptes le mois dernier, a-t-elle poursuivi, parce que ma santé n'a pas été aussi forte qu'auparavant, j'ai découvert quelque chose. Le silence s'est resserré comme un poing. Le fonds créé pour Adèle a été vidé il y a des années. Son regard s'est aiguisé. Pas utilisé pour ses frais de scolarité. Pas utilisé pour ses opportunités. Pas utilisé pour quoi que ce soit de près ou de loin lié à elle. Papa s'est agité inconfortablement. Nous. Il y avait des dépenses. La voix de grand-mère a fendu l'air, aussi nette que du verre. Des dépenses pour Chloé. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Grand-mère s'est légèrement penchée en avant, les yeux fixés sur eux deux. Vous avez utilisé le fonds d'Adèle pour payer les camps d'élite de Chloé, son coaching privé, ses visites d'université, son voyage de fin d'études. La bouche de Chloé s'est ouverte. Ce n'est pas. Je n'ai pas maman ? Maman avait l'air de se battre pour respirer. Chérie, c'est plus compliqué que. Non, dit grand-mère. C'est très simple. Elle a retourné un des papiers. Ceci est un relevé de retrait du fonds d'Adèle. 10 000 €. Note, stage de leadership d'été, Chloé. Elle retourna un autre papier. 6 000 €. Forfait coaching privé, Chloé. Elle retourna un autre papier. 21 735 €. Voyage de fin d'études, Chloé. Elle retourna un autre papier. Et ceci, dit lentement grand-mère, posant le dernier document comme un verdict, est un virement de 25 000 € marqué aide à l'apport pour la maison. L'année même où vos parents ont acheté cette maison. Un hoquet de stupeur a parcouru la pièce. Mes poumons semblaient trop petits, mes mains engourdies. J'avais suspecté une mauvaise utilisation. J'avais imaginé du favoritisme. Mais je n'avais jamais, pas une seule fois, envisagé la possibilité que l'argent qui m'était destiné n'ait pas seulement été redirigé, mais absorbé dans les fondations de leur vie. Papa a finalement craqué. Nous avons dû nous adapter. Chloé avait besoin. Ses opportunités étaient importantes. Le regard de grand-mère est devenu glacial. Vous n'avez pas seulement favorisé un enfant, a-t-elle dit. Vous avez volé l'autre. La phrase est restée en suspens dans l'air comme la fumée d'une allumette craquée. Lourde, suffocante, indubitable. J'ai senti les yeux de Chloé sur moi, mais je ne pouvais pas me résoudre à la regarder. Elle n'était pas l'architecte de tout ça. Elle en était la bénéficiaire. L'enfant en or élevé dans l'illusion de l'équité, tandis que j'étais élevé dans l'illusion de l'indépendance. Maman a tendu la main vers les papiers, mais grand-mère les a fait glisser hors de sa portée. Vous n'allez pas réécrire ça, a-t-elle dit. Pas ce soir. La pièce ne respirait plus. Personne ne toussait. Quelqu'un a fait tomber une serviette et n'a pas osé se pencher pour la ramasser. Puis grand-mère a pris une dernière enveloppe, celle-ci plus épaisse, scellée à la cire rouge. Elle l'a placée devant elle comme si c'était la dernière pièce d'un puzzle qu'elle avait attendu des années pour compléter. Je savais, dit-elle doucement, depuis longtemps, que quelque chose n'allait pas. Les demandes d'Adèle étaient toujours refusées. Chloé avait toujours plus d'opportunités qu'on ne pouvait l'expliquer. Et chaque fois que je posais des questions, vos parents m'écartaient. Elle m'a regardé doucement, avec un air déchirant. Je suis désolé de ne pas avoir insisté davantage. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé plus tôt. Ma gorge s'est serrée douloureusement. Grand-mère. Elle a tendu la main, couvrant la mienne de la sienne. Mais je répare les choses maintenant. Puis elle s'est tournée vers la pièce.
Parce que pendant qu'Adèle était privée, elle a construit tout ce qu'elle a par elle-même. Chaque centime, chaque propriété, chaque succès, sans soutien, sans fonds, sans équité. J'ai dégluti. Une respiration tremblante s'est coincée dans ma poitrine. Et à cause de cela, dit grand-mère, j'ai mis à jour mon testament. Mes parents se sont figés. Quoi? A murmuré ma mère. Grand-mère a parlé clairement, fermement. La maison que je possède, mes économies, une partie de mon portefeuille d'investissement, vont maintenant directement à Adèle. Pas par votre intermédiaire. Maman s'est levée d'un bond. Maman, tu ne peux pas simplement. Je peux, dit grand-mère. Et je l'ai fait. Elle a tapoté l'enveloppe scellée. Ceci est le testament mis à jour, signé, notarié, déposé. La voix de papa s'est brisée. Tu nous punis? Non, a-t-elle répondu. Je corrige un vol. Puis est venue la dernière torsion, celle qui allait remodeler l'arbre généalogique. En tant que fiduciaire, tous les fonds utilisés à mauvais escient à des fins autres que l'éducation d'Adèle doivent être remboursés. Si vous ne pouvez pas les rembourser intégralement, ce dont je doute, ils seront déduits de votre héritage. Et du tien aussi, Chloé. La main de Chloé s'est portée à sa poitrine. Moi? Pourquoi moi? La voix de grand-mère s'est adoucie de pitié, mais pas de regret. Parce que tu as dépensé ce qui n'était pas à toi, que tu le saches ou non. Le silence est retombé, plus lourd qu'avant. Aucun ornement ne scintillait. Aucune bougie ne vacillait. Même la musique de Noël s'était arrêtée sans que personne ne s'en aperçoive. Puis grand-mère s'est tournée vers moi, sa voix chaude, inébranlable. Adèle, a-t-elle dit. Tu n'as pas mérité ton succès grâce à cette famille. Elle a regardé mes parents. Cette famille a vécu sur ce qui t'était destiné. Son regard est revenu sur moi. Ça se termine ce soir. Et à ce moment-là, avec les documents étalés sur la table, avec la vérité exposée sous la lueur des lumières de Noël, j'ai senti le sol de ma vie bouger. Pas à cause de l'argent, pas à cause des biens, mais parce que pour la toute première fois, quelqu'un a enfin dit à voix haute ce que j'avais passé toute ma vie à ressentir. Je n'étais pas délirante. Je n'étais pas dramatique. Je n'étais pas ingrate. On m'avait volé. Et maintenant, l'histoire n'était plus à eux de la réécrire. La maison n'a pas explosé en cris après que grand-mère a fini de parler. Elle ne s'est pas fracturée en chaos comme le font certaines familles lorsque la vérité frappe enfin la table. Non, ce qui s'est passé a été plus silencieux, plus lourd, comme si tout le monde dans la pièce avait été plongé dans des eaux profondes et ne savait soudainement plus comment nager. Les visages ont pâli. Les respirations sont devenues courtes. Les fourchettes sont restées figées en l'air. Et moi, je me suis senti flotter en arrière, hors de mon propre corps. Pas de triomphe, pas de satisfaction, pas de vengeance. Juste un choc. Un choc creux et tremblant qui s'est installé quelque part entre mes côtes et a refusé de bouger. Je me suis levé de table lentement, sentant 28 ans de confusion et de doute de soi s'écraser contre moi en une vague vertigineuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai regardé personne. Je n'en avais pas besoin. La vérité résonnait déjà dans la pièce comme une cloche qu'on ne pouvait pas faire taire. Ma mère a murmuré mon nom. Mon père a dit quelque chose à propos de ne pas partir comme ça. Chloé était assise, figée, son visage vidé de toute certitude. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Les murs semblaient se refermer sur moi. L'air semblait trop dense avec 30 ans de non-dit. Alors je suis sorti dans la nuit froide de décembre, laissant l'air glacial gifler mes poumons pour les réveiller. Je suis resté sur le porche, les mains tremblantes, ma respiration sortant en courtes bouffées de buée. Je ne pleurais pas. Pas encore. J'essayais de ressentir autre chose que cet étrange et douloureux soulagement qui montait en moi comme une marée. Je n'étais pas délirante. Je n'imaginais rien. Je n'étais pas le problème. Chaque thérapeute que je ne pouvais pas me permettre à l'époque. Chaque page de journal que j'ai essayé d'écrire. Chaque nuit où je me suis dit, peut-être que j'exagère. Grand-mère venait de mettre un nom sur tout cela. Un léger tapotement est venu de derrière moi. Ma chérie. Je me suis retourné. Grand-mère se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans son manteau, ses yeux plus doux que je ne les avais jamais vus. Pourrais-tu m'accompagner à la voiture, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête.
Nous n'avons rien dit en traversant le porche, son bras passé dans le mien. Une fois dans la voiture, le chauffage ronronnant légèrement, elle a laissé échapper une longue expiration. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-elle murmuré. Ma poitrine s'est serrée. Grand-mère, non. Laisse-moi dire ça. Elle a pris ma main, ses doigts chauds et fermes. Je soupçonnais quelque chose il y a des années, quand ta mère continuait d'esquiver les questions sur les comptes, quand ton père agissait sur la défensive. Mais je n'avais pas de preuves. Pas jusqu'à récemment. Elle a baissé les yeux, honteuse. J'ai demandé à mon comptable de tout vérifier après ma dernière alerte santé. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes affaires. C'est là que j'ai trouvé les retraits. Tous. Elle a dégluti difficilement. Et je ne voulais pas y croire. Que ma propre fille, ta mère, puisse utiliser à mauvais escient de l'argent destiné à vous deux. Qu'elle te prendrait pour donner à quelqu'un d'autre. Mes lèvres ont tremblé. J'ai regardé nos mains entrelacées. Ce n'est pas l'argent, ai-je murmuré. Je sais, a-t-elle dit doucement. C'est ce que ça signifiait. C'est ça qui a tout déclenché. Ma respiration s'est brisée. Un sanglot s'est échappé, si brut que je n'ai pas pu l'arrêter. Grand-mère m'a serré contre elle, posant ma tête sur son épaule comme elle le faisait quand j'étais petite. Tu n'es pas folle, a-t-elle murmuré. Tu n'es pas égoïste. On t'a fait du tort. Toutes les années où j'ai été rejetée, où on m'a dit que je n'avais pas besoin de grand-chose, que Chloé avait du potentiel, que j'étais indépendante, tout le gaslighting, toute la confusion, tout a éclaté. J'ai pleuré. Non pas parce que je voulais récupérer l'argent, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui avait de l'autorité, a enfin dit « On t'a fait du mal. On t'a négligé. » Tu n'imaginais pas la différence. Quand je me suis finalement redressé, essuyant mes joues, grand-mère a soutenu mon regard avec une constance déchirante. « Que veux-tu faire maintenant » a-t-elle demandé. Les poursuivre en justice? Couper les ponts? Prendre tout ce qu'ils te doivent. J'ai fixé le pare-brise qui s'embuait, les lampadaires jetant de longues ombres sur le capot. Je ne veux pas les détruire, ai-je dit doucement. Je ne veux pas faire exploser la famille. Je ne veux pas me battre avec des avocats. Grand-mère a hoché la tête lentement, comme si elle s'y attendait. Alors, que veux-tu? Pour la première fois depuis des années, ma réponse était claire. Je veux des limites, ai-je dit. Je veux qu'ils arrêtent d'écrire une version de moi qui n'est pas réelle. Je veux arrêter d'être l'enfant qui attend toujours une approbation qu'ils ne donneront jamais. Je veux de la distance, et je veux le contrôle de ma propre histoire. Grand-mère a souri, un sourire fatigué et fier. Ça, a-t-elle dit, c'est de la force. Nous sommes restés assis en silence un moment, laissant le poids de tout cela s'installer, laissant le froid extérieur presser contre les vitres chaudes de la voiture. C'était comme si le monde avait basculé, comme si j'avais franchi une porte que je ne pouvais plus repasser, même si j'essayais. Quand elle a finalement repris la parole, sa voix était plus douce qu'un murmure. Tu ne leur dois pas la version de toi qu'ils préfèrent. Tu ne dois à personne ton silence ou ta douleur. J'ai hoché la tête. Non pas parce que j'y croyais pleinement encore, mais parce que je voulais enfin apprendre à le faire. Avant de rentrer, grand-mère m'a serré la main. Ils viendront te voir, a-t-elle dit, avec des excuses, avec de fausses apologies, avec des larmes. Tu n'as pas à les détester, mais tu n'as pas non plus à les laisser s'approcher de ta paix. Et dans ce parking, sous la douce lueur des lumières de Noël se reflétant sur la vitre de la voiture, j'ai pris une décision silencieuse qui ressemblait à la reconquête de toute une enfance. Je ne serai plus la fille qui mendiait l'appartenance. Je ne les laisserai plus réécrire ma vie. Je ne me ferai plus petite pour rendre leur favoritisme plus facile à avaler. Désormais, la relation existerait selon mes termes. Limite, distance, vérité. Pas de vengeance, pas de destruction, mais de la clarté. Et pour la toute première fois, j'ai réalisé que je ne m'éloignais pas d'une famille. Je revenais vers moi-même. Une année a passé, tranquillement, régulièrement, non pas avec des feux d'artifice dramatiques ou des transformations soudaines, mais avec une lente et délibérée refonte de ma vie. C'était le genre de changement que l'on ne remarque pas au jour le jour. Mais un matin, vous vous réveillez et vous réalisez que plus rien ne ressemble à avant. Ni votre espace, ni vos routines, ni vos relations, pas même la façon dont vous portez votre propre nom à l'intérieur de votre poitrine.
Ma maison de ville. Oui, ma maison de ville était devenue un sanctuaire. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres chaque matin, réchauffant les parquets que j'avais choisis moi-même. Des plantes bordaient le rebord de la fenêtre, s'épanouissant là où pendant des années, j'avais l'impression d'être la seule chose à pousser dans l'ombre. Les murs étaient décorés de tirages encadrés de lieux que je voulais visiter un jour. Ce n'était pas extravagant. Ce n'était pas destiné à impressionner qui que ce soit. C'était exactement ce à quoi la vie d'adulte devrait ressembler. Mérité, intentionnel, sûr. Et mon portefeuille, il avait grandi, soigneusement, méthodiquement. Un autre duplex, un triplex rénové, un petit espace commercial maintenant loué à une boulangerie tenue par deux sœurs immigrées qui m'appelaient Mademoiselle Adèle, même si je les suppliais d'arrêter. J'adorais visiter cet endroit. Les regarder pétrir la pâte le matin me rappelait que construire quelque chose de significatif ne ressemble pas toujours à un miracle. Cela ressemble souvent à de la constance. Le plus fou, c'est que ma chaîne YouTube, quelque chose que je cachais autrefois comme un secret coupable, s'était épanouie en une véritable communauté. Pas une gloire virale, pas des chiffres creux, quelque chose de mieux, de plus profond. Les sections de commentaires se remplissaient de gens qui avaient grandi comme moi, négligés, sous-estimés, rejetés. Des gens qui ne voulaient pas seulement construire un patrimoine. Ils voulaient reconstruire les parties d'eux-mêmes qui avaient été obscurcies par le favoritisme, la négligence ou les faibles attentes. Alors, j'ai gardé mon ton honnête, simple, pas de voiture tape à accent grave-l'œil, pas de discours sur la richesse rapide, juste de la stratégie, des tableurs, de la guérison et la vérité que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 16 ans. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour construire quelque chose de valable. Vous pouvez vous choisir vous-même. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'arbre généalogique, les choses étaient différentes, et pas de la manière à laquelle on s'attendait. Mes parents avaient passé l'année précédente empêtrés dans des réunions avec des avocats et des comptables, forcés d'expliquer des décennies de mauvaise gestion et une violation de fiducie qu'ils s'étaient convaincus ne pas compter parce que c'était toujours pour la famille. Mais la loi ne voyait pas les choses de cette façon. Les fiduciaires ont une obligation légale envers les deux bénéficiaires, et ils avaient enfreint cette obligation pendant des années. L'abus du fonds d'études ne pouvait pas être annulé, mais des réparations pouvaient être calculées, et elles l'ont été. Pour la première fois de leur vie, mes parents ont dû faire face à la responsabilité, non pas comme un concept abstrait, mais comme une ligne sur un bilan. Ils ne pouvaient pas se cacher derrière des excuses, ni derrière les réussites de Chloé, ni derrière le mot indépendante pressé contre moi comme un sceau d'indignité. Chloé, quant à elle, a eu son propre réveil brutal. Le travail dont elle se vantait le soir de Noël, son travail de rêve comme maman l'appelait toujours, s'est effondré en 6 mois. Non pas parce qu'elle n'était pas intelligente, mais parce qu'elle n'était pas habituée à être une personne parmi tant d'autres. Elle n'était pas habituée aux attentes sans éloge constant. Elle n'était pas habituée à ne pas être le centre. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle s'était disputée avec son superviseur, qu'elle avait pleuré en réunion, qu'elle avait démissionné, convaincue que l'entreprise ne reconnaissait pas son potentiel. Mais la partie la plus choquante, c'est que lorsqu'elle a demandé de l'aide à nos parents, aide financière, aide émotionnelle, n'importe quoi, ils n'ont pas pu intervenir comme ils l'avaient toujours fait. Ils étaient trop occupés à gérer les conséquences juridiques et les plans de remboursement. Et pour la première fois, Chloé a dû se tenir sur ses propres jambes. Elle n'est pas tombée, mais elle a vacillé, durement. Grand-mère, elle partageait son temps entre sa maison et la mienne. Toutes les quelques semaines, elle restait avec moi pour quelques nuits. Nous cuisinions le dîner ensemble, des repas simples, des pâtes ou de la soupe, ou ce pourquoi j'avais le temps. Nous regardions des rediffusions de ses séries policières préférées, grand-mère criant sur l'écran comme si elle connaissait personnellement chaque détective. Parfois, elle s'endormait sur le canapé, une couverture rentrée sous son menton, et je me surprenais à penser, voilà à quoi ressemble la stabilité. Nous avons beaucoup parlé de limites, d'estime de soi, de ce qui se passe quand on grandit en croyant qu'on ne mérite pas grand-chose. Elle me rappelait doucement, tu n'as pas à mériter d'être bien traité. Et à chaque fois, les mots s'enfonçaient plus profondément. Lentement, je me suis construit une famille de cœur, des amis du travail, d'autres investisseurs, des gens de ma communauté en ligne qui comprenaient la faim de quelqu'un qui n'avait jamais été nourri de validation à la maison. Ils n'étaient pas des remplaçants. Ils étaient des ajouts. Ils étaient la preuve que l'appartenance ne doit pas nécessairement venir du sang. Et mes parents, je ne les ai pas bloqués. Je n'ai pas coupé les ponts. Mais j'ai construit une barrière, une qu'ils ne pouvaient plus franchir.
Je ne répondais aux appels que s'ils ne concernaient pas l'argent ou les drames. Je ne les ai jamais laissés utiliser mon histoire comme un badge d'honneur. Quand ils ont suggéré des investissements familiaux, j'ai poliment refusé. Quand ils ont insinué d'utiliser mon crédit, mon nom ou ma société pour quelque chose, j'ai mis fin à la conversation instantanément. Et quand ils ont essayé de se vanter de mon succès lors de rassemblements, je leur ai rappelé, s'il vous plaît, ne parlez pas pour moi. C'est cette partie qui les a le plus choqués, pas mon succès, mes limites. Parce que pendant des années, j'avais été la facile, la silencieuse, celle qui ne demandait pas grand-chose. Rompre ce schéma n'a pas été bruyant, mais pour eux, c'était sismique. Je les voyais encore parfois, pour les fêtes, les anniversaires, les jours où grand-mère insistait, nous partageons tous une seule table. Paisiblement, s'il vous plaît. Mais la dynamique avait changé de façon permanente. Ils n'étaient plus les narrateurs de mon enfance. Ils n'en étaient que des personnages, et j'étais enfin aux commandes de l'histoire. De temps en temps, papa essayait de bavarder, de manière raide et maladroite. Maman rôdait, ne sachant pas comment traiter une fille qu'elle ne pouvait plus ni condescendre ni rabaisser. Chloé m'a évité pendant des mois jusqu'à ce qu'elle finisse par offrir des excuses faibles et maladroites, pas pour la jalousie, pas pour les cris, mais pour ne pas avoir réalisé comment les choses se présentaient de ton côté. Et c'était bien. Je n'avais pas besoin de plus que ça, parce que la guérison ne consistait pas à réécrire le passé. Il s'agissait enfin d'écrire mon avenir. 1 an après ce dîner de Noël, la nuit où tout a éclaté, je me tenais dans mon salon, une tasse de thé à la main, regardant les lumières de la ville à travers la grande fenêtre de ma maison. Ma vie était calme, douce, équilibrée, et j'étais enfin libre. Pas parce que j'avais gagné, pas parce que j'avais hérité de quoi que ce soit, pas parce que grand-mère avait corrigé les comptes, mais parce que j'étais sorti du rôle que ma famille avait construit pour moi. Un rôle que je n'avais jamais demandé à jouer et que j'ai remplacé par un que j'ai créé moi-même. Pour la première fois en 28 ans, je ne survivais pas à l'intérieur de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écrivais la mienne. En y repensant, la trahison financière fait mal. Bien sûr qu'elle le fait. Savoir que j'avais un fonds d'études qui s'est évaporé dans les camps de quelqu'un d'autre, les voyages de quelqu'un d'autre, l'apport de quelqu'un d'autre, laisse une piqûre qui revient parfois dans les moments calmes. Mais la blessure la plus profonde n'était pas l'argent. C'était de réaliser qu'il m'avait effacé de l'héritage familial bien avant même que je ne comprenne le scénario. Mes réussites n'étaient pas célébrées. Mes besoins n'étaient pas reconnus. Mon potentiel n'était pas investi. Et pire que tout, mon histoire n'était pas crue. Pendant des années, j'ai pensé que la solution était de travailler plus dur, de faire plus de bruit, de prouver que j'en valais la peine. Mais voici la surprise que je n'ai apprise qu'après avoir traversé le feu, être effacé est douloureux, mais être forcé de sortir de l'héritage de quelqu'un d'autre est parfois le seul moyen de construire le sien. Tout ce que j'ai maintenant, mon travail, ma stabilité, ma paix, mon portefeuille, ma communauté YouTube existe parce que la nécessité m'a poussé dans une vie qui ne pouvait pas m'être enlevée, déformée par quelqu'un d'autre, ou reconditionnée pour les droits de vantardise de quelqu'un d'autre. C'est à moi. Chaque brique, chaque tableur, chaque limite durement gagnée. Et grand-mère, elle est devenue quelque chose que je ne pense pas qu'elle ait jamais eu l'intention d'être. La preuve qu'un seul adulte honnête peut changer toute la trajectoire d'un enfant qui a appris à ne rien attendre. Elle a protégé la vérité quand personne d'autre ne le voulait. Elle l'a dite quand c'était important. Et elle m'a appris que briser le silence générationnel est parfois la chose la plus aimante qu'une personne puisse faire. Je lui rends encore visite chaque semaine. Nous buvons du thé, regardons des séries policières et parlons de la vie comme certaines personnes parlent du temps qu'il fait. Elle me dit qu'elle est fière de moi, non pas à cause des propriétés ou de l'argent, mais parce que j'ai arrêté de laisser les autres écrire mon histoire à ma place. Et c'est le message que je veux vous laisser. Si vous êtes l'enfant oublié, l'invisible, celui qui a grandi en croyant qu'il fallait mériter chaque parcelle d'affection, écoutez-moi attentivement. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance pour être digne. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour être réel. Et la vengeance, la meilleure, n'est pas de les faire souffrir. C'est de vivre une vie qu'ils ne peuvent pas déformer, diminuer ou s'attribuer. La guérison n'est pas bruyante. Parfois, c'est simplement se choisir soi-même chaque jour jusqu'à ce que cela cesse de paraître inconfortable. Alors, voici comment je termine mon histoire, du moins pour l'instant. Ils ont passé des années à me réécrire hors de l'histoire familiale, alors j'ai arrêté d'auditionner pour leur version et j'ai écrit la mienne.